Alors, bonjour à tous. Mon nom est Mélina Rivard. Ça me fait plaisir d'introduire cette belle journée qui va porter sur les comportements problématiques chez des jeunes enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Donc, la journée d'aujourd'hui, les travaux qui vont vous être présentés sont le résultat de travaux de recherche, de collaboration avec les milieux de pratique, particulièrement là, du CIS de la Montérégie-Ouest depuis quelques quinzaines d'années. Et ça me fait très plaisir de débuter là, la présentation en vous parlant un peu de qu'est-ce que c'est le fameux concept de comportement problématique. On va parler un petit peu de définition, des enjeux pour éventuellement là, introduire sur les présentations de mes collègues. Je tiens quand même à préciser que c'est le résultat d'un travail collaboratif. J'ai la chance d'avoir une superbe équipe avec moi. Donc, les membres du laboratoire, mes collègues chercheurs, Diane Morin, Jacques Forget, la coordonnatrice du projet Amélie Théroux, les partenaires des milieux de pratique, dont Annick Lebeau, et un merci tout spécial à Christine Lefebvre qui a rendu possible la journée d'aujourd'hui et qui a coordonné l'ensemble du colloque et qui a donné un soutien à tous les présentateurs. Donc, merci beaucoup, Christine. Alors, pour la présentation, on va premièrement faire un petit survol sur le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle ou plus largement là, les troubles neurodéveloppementaux, sans rentrer dans les détails au niveau là, des critères diagnostiques, des symptômes spécifiques à chacun des diagnostics. Je veux plutôt apporter l'angle de la complexité, de l'hétérogénéité et aussi des troubles concomitants chez les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, dont particulièrement TSA et DI. Et ce qui nous amène notamment à s'intéresser particulièrement au comportement problématique. Ensuite, on va parler un peu des enjeux de définition, de mesures et d'intervention sur les comportements problématiques en petite enfance, DI et TSA. On va parler des effets sur l'enfant de la présence de comportements problématiques. Ensuite, les effets sur la famille, chez les intervenants et dans le cadre des services. Puis, à la fin, on va se questionner à savoir au-delà du diagnostic, puis des interventions là, probantes associées au diagnostic, c'est quoi les besoins de service et est-ce qu'on peut adresser directement dès la plus jeune âge là, les troubles concomitants et comportements problématiques. Donc, voici un peu le plan de ma petite présentation pour introduire la journée d'aujourd'hui. Donc, troubles du neurodéveloppement, donc c'est une grande catégorie de diagnostic dans le DSM-5 depuis 2013 qui regroupe un ensemble de diagnostics reliés là, au développement des jeunes enfants. La prévalence des troubles du neurodéveloppement est en nette augmentation là, dans les dernières années, au Canada en particulier, mais aussi ailleurs, là, partout ailleurs dans le monde. Et c'est particulièrement vrai dans le cas du trouble du spectre de l'autisme, où les plus récentes études, notamment aux États-Unis, font état d'un enfant sur 54 qui aura un trouble du spectre de l'autisme. Au Québec, on parle plutôt là, d'un enfant sur 66 là, selon les derniers rapports statistiques. Mais quand même, ce serait le diagnostic le plus en hausse là, dans les milieux scolaires québécois. En lien avec l'école, il y a une large enquête québécoise, donc l'ECDEM, qui a démontré là, une large enquête là, qui a étudié les jeunes familles, les jeunes enfants, là, notamment pendant la transition à la maternelle, qui a montré qu'il y a près de 30% des enfants qui entrent à la maternelle avec des retards significatifs sur le plan du développement. Donc, parmi ce 30%-là, il y aura des enfants qui seront appelés à avoir un diagnostic de troubles du neurodéveloppement, dont le TSA et l'ADI, mais quand même, ce sont beaucoup d'enfants qui ont des profils très hétérogènes, diversifiés, mais quand même qui arrivent avec des retards qui font en sorte que la réussite scolaire et le pronostic sera compromis.
Donc, en lien avec l'augmentation de la prévalence des TDN, mais aussi, là, par exemple, du TSA et le fait que les enfants arrivent à l'école avec des retards significatifs. Il y a différentes initiatives là, qui ont été amorcées pour essayer d'intervenir, d'agir plutôt, notamment de dépister plutôt les troubles du neurodéveloppement, mais aussi pour que des interventions soient associées le plus rapidement possible avant l'entrée à l'école. Donc, sans rentrer dans les détails, comme je vous disais, par rapport aux diagnostics ou aux symptômes associés à chacun des diagnostics, peut-être vous dire que nous, on s'intéresse plus particulièrement aux troubles du spectre de l'autisme puis à la déficience intellectuelle, donc qui ont effectivement là, des critères diagnostiques très spécifiques. Mais dans le fond, le point ici, puis qui fait le lien avec les comportements problématiques, c'est que peu importe le diagnostic qui sera donné à l'issue d'une évaluation, le trouble du spectre de l'autisme, la déficience intellectuelle ou les troubles regroupés là, sur les troubles neurodéveloppementaux sont très hétérogènes. On va parler de spectre, de diversité, et parfois on se rend compte que l'hétérogénéité se retrouve autant en dehors, donc à travers les diagnostics, mais aussi en dedans, c'est-à-dire que les enfants qui ont un TSA sont très différents, peuvent présenter des profils cliniques très différents, tout comme ceux qui auront un diagnostic de déficience intellectuelle, et c'est souvent concomitant. Un enfant peut avoir, par exemple, un diagnostic de TSA et de déficience intellectuelle. Se rajoute aussi, en plus de l'hétérogénéité, le fait que la plupart des enfants, ou une grande majorité des enfants, auront aussi, en plus de leur premier diagnostic, des troubles concomitants. Donc, des particularités, des difficultés, des défis qui s'ajouteront à ceux qui sont observés dans les critères diagnostiques de leur diagnostic primaire. C'est particulièrement le cas pour les comportements problématiques. En lien avec tout ça, et comme on se disait, compte tenu de l'augmentation de la prévalence des TDN et des enfants qui arrivent à l'école avec des retards systématiques, comme je vous disais, bien, il y a vraiment une urgence d'agir le plus tôt possible, puis d'outiller nos enfants, nos familles, nos intervenants, hein, avec des interventions qu'on dit probantes le plus rapidement possible, pour donner la chance aux enfants d'avoir un développement, de faciliter le développement et l'intégration scolaire et l'intégration sociale. Donc, oui, par exemple, dans le cas de l'autisme, on connaît des interventions précoces spécialisées, donc les bonnes pratiques ou des programmes d'intervention qui sont documentés par la recherche et qui ont justement le potentiel d'améliorer le développement des enfants avant l'entrée à l'école pour faciliter leur pronostic. C'est le cas, par exemple, pour l'intervention comportementale intensive ou ICI, qui est l'intervention de choix ici au Québec et ailleurs dans le monde, là, pour agir sur le trouble du spectre de l'autisme dès la petite enfance. Par contre, dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est que compte tenu de l'augmentation de la prévalence et du manque de ressources dans les réseaux publics pour répondre à la demande, il y a une certaine pression sur les services, justement pour donner l'intervention à tous les enfants qui auront un diagnostic ou même ceux pour qui on a un soupçon, mais on n'a pas encore de diagnostic, afin que les enfants puissent avoir l'intervention le plus tôt possible avant l'entrée à l'école. En plus de tout ça, donc oui, on connaît les interventions on connaît certaines interventions précoces spécialisées qui sont efficaces avec certains diagnostics, mais on n'a pas toujours la capacité en tant que système de pouvoir les offrir à tous les enfants, notamment compte tenu de la hausse de prévalence du trouble du spectre de l'autisme, par exemple. S'ajoute aussi le fait, comme on disait en début de présentation, que les profils cliniques des enfants est très diversifié, mais c'est aussi le cas pour le profil des familles. Donc, parfois, on peut rencontrer des profils cliniques chez les enfants plus complexes, plus diversifiés, notamment en lien avec des troubles concomitants, mais on peut aussi avoir des situations familiales qui sont complexes et diversifiées. Donc, c'est certain que ça rajoute encore une couche de complexification pour les organisations de services pour s'assurer de bien offrir des services qui répondent aux besoins aux enfants et à leurs familles avant l'entrée à l'école. Donc, c'est d'autant plus vrai quand l'enfant
plus d'un diagnostic ou quand l'enfant présente des troubles des troubles concomitants, dont les comportements problématiques. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a très peu de balises pour sélectionner et proposer un ensemble d'interventions qui va répondre à la diversité des profils et des enfants. Donc oui, on sait un peu quelque chose ou un peu plus quelles interventions sont appropriées en fonction des diagnostics. On n'a pas toujours les ressources pour les donner, mais quand les profils diagnostiques se complexifient ou que les enfants ont plusieurs diagnostics et des troubles concomitants, on n'a pas autant de balises claires en petite enfance pour pouvoir réajuster le tir et adapter nos interventions pour pouvoir au mieux répondre à la famille. Donc, actuellement, de par notamment l'avancée des connaissances scientifiques qui ne nous permettent pas toujours de comprendre comment individualiser l'intervention ou quelles interventions sont plus probantes en fonction des diagnostics plus complexes, bien, la réponse ou la manière d'observer, d'organiser les interventions de type réadaptation dans les milieux pratiques est presque exclusivement organisée autour de la réduction des symptômes primaires du diagnostic. Bien entendu, ça inclut aussi là, les interventions très efficaces qui sont documentées là, notamment ici là, dans nos organisations de services, les programmes d'intervention comme l'ICI qui ne visent pas exclusivement la réduction des symptômes, mais aussi l'apprentissage d'habiletés. Mais quand même, on est presque exclusivement formés, les intervenants dans les réseaux, à s'adresser directement aux symptômes primaires du diagnostic primaire des enfants. Par contre, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il faut vraiment concevoir le soutien en troubles du spectre de l'autisme, en déficience intellectuelle ou plus largement là, dans les troubles du neurodéveloppement, sous des conditions qui impliquent des conséquences multiples pour l'enfant, pour la famille et pour les systèmes. Donc, avoir une réponse unique en adressant les symptômes du diagnostic primaire, on passe peut-être à côté ou certainement à côté de types de soutien qui seraient nécessaires, non seulement pour mieux aider l'enfant, la famille, les intervenants, mais aussi pour permettre aux interventions qu'on met en place de type réadaptation comme l'ICI d'être maximisées. L'histoire dans tout ça, c'est que l'enfant qui ne présente qu'un diagnostic, c'est pas qu'il ne présente qu'un diagnostic, mais l'enfant ayant un diagnostic de TSA pur ou un enfant ayant un diagnostic de DI pur, mais ça n'existe à peu près pas. Hein. Comme tous les enfants, tous les humains, on a aussi parfois des petits défis, des petits comportements problématiques, des petites tendances. C'est la même chose qui se passe avec nos petits qui ont un diagnostic primaire. On dit même que la concomitance ou les troubles concomitants ou la coexistence de plusieurs diagnostics au sein des troubles neurodéveloppementaux, c'est plutôt la règle que l'exception. Donc, c'est rarement, on dit one problem only, donc c'est rarement un diagnostic pur, clair ou classique. C'est souvent accompagné de troubles concomitants. En autisme et en déficience intellectuelle, la prévalence des troubles concomitants varie selon les études entre 62 et 95 %. Donc, parmi les troubles concomitants les plus observés en ordre d'importance, on voit les fameux troubles de comportement. On parlera de comportement problématique plus tard et la différence entre troubles de comportement et comportement problématique. On voit aussi les troubles anxieux, le TDAH, la dépression et bien d'autres. Bien entendu, la présence de troubles concomitants va colorer le profil clinique de l'enfant, va colorer les conséquences pour l'enfant, la famille et les intervenants et va demander qu'on ajuste notre intervention, mais aussi notre évaluation pour répondre aux besoins de l'enfant afin éventuellement de pouvoir lui offrir l'intervention de type adaptation comme ici ou au moins en parallèle pour vraiment cibler cet aspect du profil clinique de l'enfant tout autant que les symptômes primaires. Donc, on a parlé
rapidement du regroupement des TDN, du fait que oui, il y a des diagnostics différentiels à l'intérieur des troubles du neurodéveloppement, mais qu'il y a du overlap entre les diagnostics, qu'il y a de l'hétérogénéité à l'intérieur des diagnostics, et une des grandes raisons qui explique cette hétérogénéité-là est, par exemple, la présence de troubles concomitants, soit de deux troubles du neurodéveloppement entre eux, comme par exemple l'ADI, le TSA qui serait concomitant, ou sinon d'autres troubles concomitants, comme par exemple des défis sur le plan de la santé mentale, et dans le cas précis qu'on va parler aujourd'hui, la présence de comportements problématiques ou troubles du comportement, comme étant ceux les plus prévalents présentés chez notre population en petite enfance. On s'est dit qu'on veut s'intéresser aux troubles concomitants, à la présence de comportements problématiques et de troubles comportement chez les jeunes enfants pour bien saisir comment ça se passe chez les petits et pouvoir ensuite réajuster le tir au niveau de nos interventions. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que dans le fond, quand on s'intéresse aux troubles concomitants ou on s'intéresse aux troubles de comportement problématiques, il y a des gros enjeux au niveau de la définition, de la mesure et de l'intervention, puisqu'on dit pas nécessairement, on ne parle pas toujours du même phénomène, du même concept. On n'utilise pas toujours les mêmes mots. C'est quoi un trouble de comportement? C'est quoi un comportement problématique? En fait, il n'y a vraiment pas de consensus sur ce point de vue-là dans la littérature. Hein. Typiquement, d'article en article, on va changer de terme, on va le définir ou pas. Certaines définitions vont inclure, par exemple, les troubles internalisés, comme l'anxiété, la dépression. D'autres ne l'incluront pas, ils vont focaliser surtout sur les troubles externalisés, comme par exemple taper, mordre ou crier. Mais bref, dans la littérature, quand on regarde autant au niveau des études de prévalence ou les études sur les outils d'évaluation ou les études pour nous pister sur comment mieux intervenir, on parle tantôt de comportement défi ou challenging behavior, tantôt de problèmes de comportement, tantôt de troubles de comportement, tantôt de troubles émotionnels et comportementaux, troubles internalisés, externalisés, et etc. Donc, il y a une panacée de termes, mais qui ne réfèrent pas toujours à la même chose. Donc, une première chose, quand on s'intéresse vraiment à comment on peut mieux comprendre les troubles concomitants, comportements problématiques chez les enfants qui ont une DI, une TSA, c'est vraiment de s'entendre sur le terme, mais qu'est-ce que c'est, pour éventuellement pouvoir l'étudier, donc avoir une mesure qui permet vraiment d'étudier ce concept selon la définition qu'on en donne, pour ensuite mieux comprendre le phénomène. Hein, il y a combien d'enfants qui en ont, c'est quoi les effets chez l'enfant, la famille et le système, pour ensuite mieux intervenir de façon multifactorielle, multisystémique sur toutes les personnes là, qui en auront des conséquences et qui peuvent aussi aider l'enfant. Donc, comme je viens tout juste de dire, il y a un faible consensus sur la terminologie, sur la définition, autant en recherche qu'en clinique. Les conséquences, c'est, est-ce qu'on étudie la même chose? Est-ce qu'on parle du même phénomène? Est-ce que une étude qui a été faite en Australie, qui étudie les troubles émotionnels et comportementaux, peut être comparée à une étude qui a été faite en Europe, qui étudie les challenging behaviors? Donc, il y a vraiment un momentum où, oui, s'entendre sur quel terme on utilise et quelle définition on en donne pour ensuite pouvoir mieux comprendre le phénomène chez notre population cible. Tout ça va bien entendu avoir des conséquences sur les instruments de mesure qu'on utilise pour documenter le phénomène, la généralisation des données, la comparaison des études, comme je viens tout juste de le mentionner, pour ensuite vraiment comprendre c'est quoi la prévalence réelle et quelles sont les bonnes interventions et comment en mesurer les effets. Donc, tout ça, c'est vrai, ces défis-là au niveau des définitions, de la mesure et de l'intervention dans le domaine de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de l'autisme en général, mais c'est encore plus vrai et plus complexe lorsqu'on s'intéresse aux jeunes enfants, à la petite enfance. Le jeune âge, les caractéristiques développementales, intellectuelles et comportementales des petits, c'est très particulier, puis c'est très différent de l'enfant, par exemple, de l'âge scolaire, de l'adolescence ou de l'adulte. Donc, les données qu'on a à jour jusqu'à maintenant sont plutôt chez les enfants plus vieux, chez les adultes,
Mais la petite enfance est un milieu particulièrement propice pour les comportements problématiques et ce qu'on va juger de normal ou de différent du développement typique par rapport aux comportements problématiques chez un jeune enfant, c'est très différent que chez un enfant d'âge scolaire, ado et adolescence. Donc, le concept de trouble de comportement ou comportement problématique doit vraiment être réfléchi pour être adapté à l'âge ou au développement en petite enfance. Qu'est-ce qu'un trouble de comportement en petite enfance versus un comportement problématique qui peut interférer dans son quotidien sans nécessairement présenter un trouble, mais qui pourrait le devenir plus tard s'il perdure dans le développement. C'est encore plus complexe de parler de comportement problématique ou de troubles de comportement quand on parle de jeunes enfants qui ont un TSA et une déficience intellectuelle. Parce qu'un comportement problématique, c'est quoi? C'est quelque chose qui est différent, c'est quelque chose qui peut interférer avec le bon fonctionnement. Mais c'est certain qu'un enfant qui a un diagnostic de DI et de TSA va, par définition, présenter des comportements qui viennent jouer dans ses interactions sociales. Il va présenter des comportements qui sont restreints, stéréotypés, par exemple la stéréotypie ou certaines rigidités au changement d'horaire. C'est quoi la différence entre les symptômes du diagnostic et la présence de comportements problématiques? Elle est où la limite? C'est encore plus compliqué parce que si on a très peu d'outils disponibles qui sont validés pour mesurer les comportements problématiques, les troubles de comportement largement en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, c'est encore plus vrai quand les enfants sont petits. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi garder en tête qu'en petite enfance, la notion de trouble de comportement ou de comportement problématique peut être envisagée de façon différente puisque la petite enfance est un moment propice ou plus susceptible de présenter des comportements problématiques. Hein. La petite enfance, c'est une période très, très dense au niveau des apprentissages, du développement, de la gestion des émotions. Les enfants doivent apprendre tout plein d'habiletés entourant le développement global qui fait en sorte que, typiquement, les enfants qui n'ont pas nécessairement de retard vont aussi présenter certains comportements problématiques. Et c'est vrai, d'autant plus chez les enfants qui ont un TSA ou une déficience intellectuelle. Et ce qui est particulier, dans le fond, avec notre population, c'est que chez les enfants typiques, lorsque le langage, les interventions, les mesures de soutien sont mises en place, standards, mais c'est des comportements qui vont typiquement s'estomper dans le temps. Par exemple, à l'âge scolaire ou se présenter de façon moins fréquente. Par contre, chez nos enfants qui ont de la difficulté justement à apprendre ces habiletés-là, qui vont les aider à mieux gérer leur colère, à être moins impulsifs ou à ne pas communiquer de façon inappropriée, mais c'est le déficit, c'est les enjeux majeurs du diagnostic. Donc, sans intervention adaptée, les problématiques vont perdurer et même se cristalliser, voire même s'exacerber à l'âge adulte. Et là, petit comportement problématique, par exemple, de taper pour pouvoir jouer avec les amis quand on ne sait pas le demander de façon appropriée en bas âge, si on n'a pas développé les outils pour le demander de façon appropriée dans le temps, deviendra taper à l'âge adulte un comportement qui va être considéré comme un trouble de comportement et vraiment encore plus éloigné des moyens de communication typiques. Mais là, rendu à l'âge adulte, on remarque qu'il y a de moins en moins d'interventions de type réadaptation dans le domaine de l'ADI, du TSA. Donc, la personne qui a des défis pour, par exemple, la communication ou pour développer différentes habiletés n'aura pas nécessairement accès à l'âge adulte à des interventions comme il l'aurait eu en petite enfance, comme par exemple l'ICI. Il y aura plutôt accès à des services des dispensateurs de services spécialisés lorsqu'il y a vraiment une rupture de fonctionnement et lorsque le comportement est rendu tellement plus difficile à gérer qu'il y a des effets négatifs pour lui, sa famille, son entourage. Et là, on va parler de troubles graves du comportement. Ça va être une intervention qui est plus réactive et plus musclée. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une importance d'agir vraiment trop dans le développement pour outiller l'enfant, sa famille, l'environnement rapidement pour éviter la cristallisation et la complexité.
Donc, d'où la raison pour laquelle, comme équipe, puis dans le reste de nos travaux, puis pour le reste de la journée, on a choisi de parler du terme comportement problématique, puisqu'on s'adresse à des jeunes enfants et qu'on veut évaluer, comprendre le phénomène, les conséquences sur l'enfant, son environnement et mieux intervenir dès la petite enfance, donc dès l'apparition de comportements problématiques, avant que le comportement se cristallise, s'exacerbe et qu'on en vienne à parler de troubles du comportement ou de troubles graves du comportement. On parle beaucoup de prévalence, des troubles concomitants, de l'hétérogénéité des profils à l'intérieur des troubles du neurodéveloppement, mais réellement, en sachant que nos estimations sont limitées par le manque de consensus de définition, puis par le manque d'instruments de mesure qui va vraiment être validé pour les jeunes enfants. Qu'en est-il de la prévalence estimée des comportements problématiques chez notre clientèle? Chez les petits qui ont une déficience intellectuelle, des études montrent qu'elle est 3 à 4 fois plus élevée que chez leur père typique. Donc, soit une estimation entre 30 à 60 des enfants qui ont une DI. Donc, à peu près la moitié des enfants qui ont un diagnostic de DI qui répondent aux critères de la déficience intellectuelle présentent aussi des comportements problématiques. Donc, on va voir la définition plus clairement, là, la diapositive d'après, aux deux suivantes. Maintenant, pour les enfants qui ont un TSA, c'est encore plus prévalent, puis on parle de 60 à 94 des enfants. Donc, quand on parlait de l'hétérogénéité à l'intérieur ou dehors, du diagnostic primaire, mais aussi de la présence de troubles concomitants comme les troubles de comportement ou les comportements problématiques, mais on se rend compte que c'est quand même une grande majorité des enfants qui ont besoin d'intervention et ainsi que leurs parents et leurs intervenants d'outils pour bien agir sur ces comportements problématiques-là dès la petite enfance avant qu'il y ait la probabilité ou le risque que les comportements s'exacerbent et deviennent des troubles de comportement. Donc, comme on disait tout à l'heure, un peu un rappel, l'absence de consensus entre les études sur la prévalence des comportements problématiques chez les enfants peut être en partie attribuable par les limites des instruments de dépistage et d'évaluation des troubles concomitants adaptés à la petite enfance et à l'ADI. Donc, on va surtout utiliser des outils qui sont faits pour évaluer les troubles concomitants, comme les troubles de comportement chez les jeunes enfants qui n'ont pas de DI ou de TSA. Beaucoup des instruments qui ont été validés dans d'autres langues, dont l'anglais. Sinon, des outils qui ont été validés, mais avec des adultes qui ont une DI et TSA. Donc, vraiment une problématique au niveau de trouver des outils, une définition adaptée à la petite enfance et des outils qui nous permettaient vraiment de bien comprendre le phénomène en petite enfance, DI et TSA. Je voulais vous présenter un petit peu ici la définition dans les services québécois spécialisés du trouble du comportement et du trouble grave du comportement, parce que dans les services spécialisés en DI, TSA, il y a plusieurs expertises qui se sont développées, mais particulièrement deux grandes expertises. Une expertise en petite enfance, donc intervention de type réadaptation ou intervention intensive, ou comme on disait tout à l'heure, par exemple, l'intervention comportementale intensive. On va vraiment agir rapidement, précocement, intensément, à tous les semaines avant l'entrée à l'école, idéalement au moins 20 heures par semaine, idéalement plus d'une année avant l'entrée à l'école, sur le diagnostic de l'enfant. Donc, c'est toute une expertise en petite enfance, intervention précoce spécialisée qui s'est développée dans les services au Québec. Mais en parallèle, pour répondre aux besoins des personnes, lorsqu'il y a des troubles du comportement ou des troubles graves du comportement, il y a toute une expertise qui s'est développée aussi dans les services spécialisés en DI, TSA sur la meilleure gestion des troubles de comportement, troubles graves du comportement chez les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, comme étant le trouble concomitant le plus prévalent chez notre clientèle, comme on l'a décrit tout à l'heure. Donc, il y a des études, une équipe de recherche ici qui s'est intéressée à, justement, en lien avec les besoins d'une définition pour pouvoir éventuellement mieux cibler le phénomène, l'évaluer et intervenir. Donc, il y a une équipe de
chercheurs qui s'est intéressé à vraiment bien définir le concept de trouble de comportement et de trouble grave du comportement. Puis, il y a une distinction. Donc, le trouble du comportement deviendra une action ou un ensemble d'actions qui est jugé problématique parce qu'il s'écarte des normes sociales, culturelles ou développementales et qu'il est préjudiciable à la personne ou à son environnement social et physique. Donc, il y a la notion de s'écarter des normes sociales, culturelles ou développementales, donc une différence par rapport au comportement qui est émis et les comportements émis par les autres personnes du même âge, et aussi parce qu'elle est préjudiciable à la personne, son environnement social et physique. Dans le cas du trouble grave du comportement, c'est un trouble qui est jugé grave parce qu'il met en danger réellement ou potentiellement l'intégrité physique ou psychologique de la personne, d'autrui ou l'environnement et qu'il compromet sa liberté, son intégration et ses liens sociaux. Donc, on est vraiment dans le trouble grave du comportement qui peut mener vers une rupture de fonctionnement, vraiment avoir des impacts significatifs sur la personne. Donc, par exemple, un placement en milieu résidentiel, l'utilisation de contention, l'utilisation de médication. Qui compromettra vraiment là, la sécurité de la personne. Quand on est en petite enfance, c'est certain qu'il y a des enfants qui ont ou pas un diagnostic de TDN qui pourront présenter des troubles de comportement ou des troubles graves du comportement. Mais quand même, si on revient à ce qu'on disait au départ, que la petite enfance, c'est un lieu plus propice chez tous les enfants à présenter des comportements problématiques, mais que le défi pour notre clientèle, c'est que compte tenu de leur diagnostic et des déficits qui sont associés à leur diagnostic à la base, ils auront de la difficulté à développer les habiletés qui vont faire qu'en sorte, au cours du développement, ces comportements problématiques-là vont s'estomper. Ce qui ne nécessiterait pas nécessairement des interventions massives chez un enfant qui a un développement typique, qui crie ou qui a des crises ou qui parfois peut mordre ou taper les amis. En autisme puis en déficience intellectuelle, mais souvent, ça va nécessiter une adaptation des interventions parce que comme dans le temps, les comportements vont moins s'estomper, bien, on va vouloir réagir avant que ça devienne un trouble de comportement, un trouble grave du comportement. C'est pour ça que, comme équipe, puis dans le cadre de nos travaux, on a fait le choix de parler de comportement problématique pour cibler dès la petite enfance toutes les petites problématiques au niveau comportemental ou socio-émotionnel que les parents, que les intervenants, que les milieux d'intervention nous auront dit, bon, ben, oups, ces comportements-là, ce qu'on observe, c'est que ça peut faire frein à nos interventions, au bien-être ou à la qualité de vie de l'enfant et de la famille. Donc, comment on le définit? Donc, ce sont des comportements problématiques ou des problématiques comportementales comme les agressions physiques envers les autres, le manque de coopération dans les activités et les problématiques socio-émotionnelles comme les symptômes d'anxiété, de dépression ou l'isolement social significatif qui peuvent nuire considérablement à l'inclusion de l'enfant, ses habiletés à s'engager dans des relations positives, dans ses apprentissages, à son développement et à son pronostic. Donc, ces difficultés peuvent également exacerber les défis au quotidien des membres de la famille, du personnel dans leur environnement social et ainsi avoir une incidence sur la qualité de vie et la santé mentale. Donc, c'est des comportements qui vont affecter au quotidien l'enfant, sa famille, les intervenants. Et qui vont nuire à ses apprentissages et son développement et qui demandent une intervention supplémentaire ou différente ou individualisée pour s'assurer de donner les outils à l'enfant pour pouvoir notamment profiter des interventions qui sont déjà mises en place comme ICI, mais aussi, par exemple, pour que le milieu familial il y ait moins de conflits, que ça facilite les relations, puis aussi pour l'intervenant, qui puisse être en mesure de pouvoir apporter le soutien à l'enfant dans le cadre de son intervention. Pourquoi on s'intéresse au comportement problématique? J'en ai parlé depuis la présentation, mais concrètement,
Les comportements problématiques en autisme et en déficience intellectuelle, ce sont les comportements qui vont avoir le plus de conséquences pour l'enfant lui-même au-delà des autres types de symptômes associés à son diagnostic. Donc, c'est des comportements qui sont hautement stigmatisants, qui peuvent être des barrières importantes pour le développement de l'enfant, comme on disait tout à l'heure. Les enfants qui présentent des comportements problématiques, voire des troubles de comportement, vont présenter des profils plus sévères, plus chroniques. Un pronostic aussi, je dirais, moins positif. Les comportements problématiques limitent aussi l'accès à l'éducation, limitent l'accès aux meilleurs services de santé et services sociaux. Il y a des études qui montrent d'ailleurs que les enfants qui ont des comportements problématiques, des troubles de comportement, peuvent perdre accès à certaines interventions spécialisées, comme par exemple l'ICI. Les comportements problématiques sont un frein à l'inclusion sociale, bien entendu, à jouer avec les amis, à pouvoir maintenir son milieu de garde à l'école ou pouvoir participer à des activités de loisirs. Puis les comportements problématiques peuvent être un frein à l'apprentissage et à la réponse aux services. Comme je viens tout juste de le dire, il y a des études qui montrent que les enfants peuvent, de par la virulence, la chronicité de certains comportements problématiques, être perdre les services, même si ce sont des services spécialisés en DITSA. Et la présence de comportements problématiques est en lien avec une moins bonne réponse aux interventions probantes ou aux traitements proposés là, dans la littérature et dans nos services ici au Québec. On a d'ailleurs fait une petite étude chez plusieurs enfants qu'on a suivis une année au sein d'une intervention comportementale intensive qui a été faite dans un ancien CRDI, donc dans les services spécialisés en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme dans le réseau public. Donc, ce sont tous des enfants qui ont eu de l'intervention 20 heures semaine pendant un an, qui étaient âgés de 4 ans. Les données par rapport à l'amélioration du fonctionnement intellectuel, des comportements adaptatifs, des apprentissages étaient significativement là, positifs. Donc, ce sont des enfants qui ont bien progressé en ICI. Par contre, pour un sous-groupe d'enfants, donc le premier, on a séparé les enfants là, avec des statistiques selon 3 groupes de profils cliniques et ceux qui présentaient des troubles concomitants, des troubles du comportement, ce sont des enfants qui, quand on regarde les comportements sociaux, présentaient moins de comportements sociaux en début d'intervention avec les amis, mais aussi avec les adultes significatifs, là, dont l'éducatrice à la garderie, puis l'éducateur. Donc, c'est des enfants qui présentaient moins de comportements sociaux en début d'ICI et qui en présentaient encore moins après 12 mois de l'intervention. Et quand on regarde au niveau des comportements inappropriés, donc les comportements problématiques, ce sont les enfants qui en présentaient plus en début d'intervention et en présentaient encore plus après l'intervention. Donc, suivant cette étude-là, une des choses en équipe là, avec les milieux de pratique, c'est qu'on s'est dit, oui, notre intervention ICI, elle fonctionne bien. On a des beaux effets chez les enfants, chez la famille, les intervenants trouvent que c'est une intervention qui est valide. Par contre, si on est dans une visée d'amélioration des pratiques, il reste que on souhaiterait aussi développer au sein de nos services des outils d'évaluation d'intervention à même nos services en petite enfance pour mieux gérer les comportements problématiques chez les petits. Finalement, pour conclure avec les conséquences chez l'enfant, le survol des conséquences des comportements problématiques chez l'enfant lui-même, lorsque le comportement problématique devient un trouble de comportement, ça devient le motif le plus commun pour des références dans les services de santé mentale en psychiatrie, pour des hospitalisations, pour la prise de médication et pour l'utilisation de mesures de contrôle. Donc, je me répète, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, ça justifie notre rationnel ou le besoin d'intervenir dès la petite enfance sur les comportements problématiques pour utiliser tout le réseau de l'enfant et l'enfant lui-même pour éviter l'exacerbation des comportements problématiques et éventuellement l'utilisation de mesures comme la prise de médication, de mesures de contrôle qui sont beaucoup plus corsées comme intervention.
La présence de comportements problématiques va aussi avoir des effets importants chez la famille, chez les parents. Donc, les parents dont les enfants ont un TSA, un DI et des comportements problématiques ont une augmentation du niveau de stress. C'est Catherine Mello qui va présenter sur ce sujet-là, suivant ma présentation. Une plus grande détresse émotionnelle, bien entendu, des restrictions sur le plan de la qualité de vie. Par exemple, c'est des parents qui vont parfois un des deux parents va parfois devoir arrêter le boulot parce que l'enfant, par exemple, pourrait perdre sa place à la garderie ou pour gérer les différents rendez-vous avec les professionnels. Peut-être des parents qui vont commencer à moins voir leurs amis, leur famille, rester plus à la maison. Donc, la présence de comportements problématiques va vraiment agir sur la qualité de vie de la famille. Bien entendu, pour les parents, ça augmente le besoin de soutien de services spécialisés à la maison. Comme on disait tout à l'heure, il y a des problèmes d'accès, puis parfois, il y a des ruptures et des discontinuités entre les services. Donc, les parents qui n'ont pas nécessairement accès à l'intervention ou qui ont perdu des interventions et qui se retrouvent avec des comportements plus difficiles à gérer dans leur quotidien, c'est des parents qui se retrouvent, qui se sentent parfois moins outillés, moins compétents pour intervenir auprès de leur enfant, qui ont plus de stress, plus de détresse, qui ont besoin de plus d'aide. Souvent, les études montrent qu'il y a un manque de soutien des services spécialisés, mais aussi du soutien informel, comme par exemple la perte des contacts sociaux avec leur réseau social ou leur famille élargie. Bien entendu, il y a les conséquences de la gestion des comportements problématiques là, les plus perturbateurs là, pour leur quotidien ou par exemple pour la fratrie. Une information aussi où de plus en plus d'études montrent qui est très importante à considérer, c'est que la détresse ou l'adaptation psychologique des deux parents en petite enfance est intimement liée à l'adaptation et au comportement problématique des enfants et s'inter-influencent dans le temps. Donc, plus un enfant présente des comportements problématiques, plus son parent pourra être, par exemple, vivre des symptômes de stress, de détresse, par ricochet, utiliser peut-être des interventions ou des pratiques qui sont moins sensibles aux besoins de l'enfant ou moins adaptées, par exemple, faute de connaissances pour le parent en lien avec les bonnes interventions à appliquer, ça faisant en sorte parfois que le comportement augmente et ainsi de suite. Donc, ça montre vraiment l'importance d'agir sur tout le système familial et dès la petite enfance. La présence de comportements problématiques a aussi des conséquences pour les intervenants. Donc, des études plutôt à l'âge scolaire, adulte, montrent que les intervenants spécialisés en DITSA qui travaillent dans un contexte de troubles de comportement sont plus stressés, il y a plus d'épuisement professionnel, plus d'accidents au travail, donc plus de changements de personnel ou de turnover. Ça accroît les besoins en matière de formation et de soutien des intervenants. Ça a aussi des coûts pour l'organisation. Comme je disais tout à l'heure, au Québec, il y a vraiment deux pôles. Il y a d'autres types d'expertise aussi, là, mais deux pôles phares d'expertise ou d'intervention qui se sont développés. La petite enfance et les interventions précoces spécialisées comme l'ICI. Et en parallèle, toute l'intervention qui vise la gestion des troubles du comportement et des troubles graves du comportement lorsque, par exemple, une rupture de fonctionnement puis un placement de la personne parce que les comportements font en sorte qu'il ne peut pas rester dans son milieu de vie. Et là, on va vraiment réagir plus en réaction à des troubles graves du comportement et c'est plus particulièrement à développer pour l'adolescence à l'âge adulte, bien que de plus en plus, on remarque que des très petits, il y a des demandes de services TC-TGC pour des tout petits. Donc, ce sont deux expertises qui se sont développées assez en parallèle, qui ont été traitées de façon assez indépendante dans la pratique et les travaux de recherche. Par contre, pour tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quand on pense que c'est 60 à 94 % des enfants qui ont un TSA qui présentent des comportements problématiques qui pourraient s'exacerber dans le temps, que la présence de comportements problématiques a des effets néfastes pour l'enfant lui-même, sa famille et l'intervenant, puis que ça rend moins efficace l'intervention. C'est certain que les milieux de pratique se questionnent, tout comme nous, à travers nos projets de recherche, comment on pourrait allier les deux et faire en sorte que les intervenants de la petite enfance soient aussi formés
à évaluer, intervenir sur les comportements problématiques à même leur service, tout comme les personnes qui sont spécialisées en TC-TGC, qui reçoivent de plus en plus de jeunes, souhaiteraient être formés aux enjeux de la petite enfance qui sont bien différents des enjeux de lorsqu'on intervient avec une personne d'âge adulte, par exemple. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une enquête provinciale dans les services spécialisés québécois où on a interrogé près d'une centaine d'éducateurs professionnels et gestionnaires des services spécialisés en DI-TSA. Puis, on est allé leur poser la question pour connaître leur perception des besoins par rapport à leur travail en contexte de petite enfance lorsque l'enfant présente aussi des comportements problématiques et même de savoir est-ce que c'est leur pain quotidien de travailler avec des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle et des comportements problématiques. Donc, on a autant questionné les équipes spécialisées en intervention précoce que les équipes spécialisées en troubles du comportement et troubles graves du comportement. Puis, on leur a demandé est-ce qu'ils perçoivent que les comportements problématiques, c'est un enjeu qu'ils vivent. Quels sont les comportements les plus fréquents qu'ils observent? Est-ce qu'ils voient des enjeux pour l'enfant, la famille, les intervenants? Est-ce que les enfants sont intégrés dans les milieux de garde? C'est quoi leur perception par rapport à leur rôle, etc. On a posé plusieurs questions par rapport à leurs besoins de formation, leurs besoins au niveau des outils d'évaluation et de formation. Donc, quelques données ici très rapides. Je vous invite à lire l'article pour plus de détails. Donc, lorsqu'on a questionné nos participants, c'est plus de 90 en fait 95 des personnes qui disaient que dans leur caseload, leur tâche annuelle, ils rencontraient des enfants qui avaient un diagnostic de DI-TSA et des comportements problématiques, en fait, des troubles de comportement, parce qu'en point de référence, on leur avait donné la définition que je vous ai présentée tout à l'heure sur les troubles de comportement et troubles graves du comportement. Donc, la forte majorité, 95 des participants ont dit qu'au moins un enfant par année dans leur caseload, dans leur dossier, présentait des troubles du comportement. C'est près de 30 qui rapportent travailler avec au moins un enfant, près de 40 de 2 à 4 enfants par année, puis près de 30 plus de 5 enfants par année. Donc, c'est effectivement une réalité pour les intervenants qui travaillent en DI et TSA. On leur a demandé de nous parler des comportements plus problématiques chez les intervenants qui travaillaient spécialement en petite enfance. Quels sont les comportements les plus problématiques pour mettre en place votre intervention auprès des tout-petits? Donc, on a parlé, par exemple, d'agression physique sur autrui, des comportements perturbateurs, de l'automutilation, de troubles d'alimentation, stéréotypie. Il y a aussi des comportements à caractère plus intériorisé, comme les troubles anxieux, l'isolement, les fugues, tics. Donc, tous des comportements qui, selon les intervenants, viendraient jouer sur leur capacité à mettre en place l'intervention qui est recommandée ou qui est offerte là, aux enfants, qui nuirait à la réponse de l'enfant à l'intervention. Donc, quand on s'est intéressé sur les besoins de formation des intervenants, les intervenants en intervention précoce, 90 disaient qu'il y avait vraiment des besoins de formation sur la gestion des troubles de comportement. Puis près de 90 des intervenants qui sont en troubles du comportement ou troubles graves du comportement mentionnaient qu'il y avait des besoins de formation sur la petite enfance, sur le travail auprès des familles dans le domaine de la DI-TSA, puisqu'ils sont formés surtout pour intervenir sur des troubles graves du comportement en milieu résidentiel, par exemple. Et peut-être moins dans un contexte de petite enfance où les milieux de garde sont impliqués, où papa et maman sont très impliqués aussi. Donc, on a demandé aux participants aussi, est-ce qu'il y a des outils d'évaluation des troubles de comportement que vous utilisez dans votre pratique? Puis, ils nous ont mentionné que oui, parfois, mais c'est des tests pour les enfants au développement typique ou des tests pour les adultes ou encore qui utilisaient l'information verbale. 75 trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'informations pertinentes qui découlaient de cette méthode d'aller chercher l'information-là, très conscient que les tests n'étaient peut-être pas valides ou représentatifs des comportements problématiques de notre population.
Dans les données qualitatives, parce qu'on a aussi interrogé les gens de façon qualitative, les personnes nous disaient qu'il y avait un grand besoin d'avoir accès à des outils d'évaluation en troubles de comportement qui soient adaptés à la petite enfance, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. 90% ont aussi dit qu'ils devaient modifier leur intervention pour les enfants. Donc, au-delà de l'intervention, du 20 heures d'intervention d'ICI, par exemple, les intervenants disent, de par leur comportement problématique, ils doivent changer l'intervention, mais qu'ils ne savent pas toujours comment. Ils font un petit peu intuitivement. Certains vont faire de la recherche dans la littérature, certains vont en parler entre collègues, mais qui n'ont pas eu de formation nécessairement pour la gestion des comportements problématiques dans le cadre de leur travail en petite enfance. Donc, ils disent qu'ils doivent souvent utiliser des stratégies d'intervention différentes, qu'ils doivent faire plus de partenariats, que l'environnement d'intervention est différent, qu'ils doivent augmenter l'intensité de leur intervention, qu'ils doivent surtout donner beaucoup de soutien aux familles, plus de formation, plus d'évaluation, qu'ils doivent travailler davantage sur la santé physique. Et que vraiment, ils considèrent que de travailler sur les troubles de comportement avant l'entrée à l'école, c'est une priorité. Je vous nomme ici deux citations de participants que je trouve très éloquentes. Pendant longtemps, les troubles de comportement et émotionnels n'étaient pas reconnus chez les enfants. Les enfants ne sont jamais identifiés pour des problématiques concomitantes avant l'âge de 6 ans. Ils ne le sont que lorsqu'ils passent dans les services destinés aux 6 ans et plus. En bas de 6 ans, ces problématiques sont considérées comme des caprices. Ce n'est lorsque l'enfant vieillit, plus fort, plus lourd, qu'ils sont identifiés. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, comportement problématique, trouble de comportement. Quand est-ce qu'on décide d'agir? Avant pour prévenir ou plus tard en réaction quand le milieu implose. Une autre citation. Il faudra avoir plus de dépistage de troubles de comportement et émotionnels à l'enfance et arrêter de penser que ce genre de comportement n'est pas problématique parce qu'il est facilement contrôlable lorsqu'ils sont enfants. Rendu à l'âge adulte, ce comportement est plus ancré et il n'est plus possible de le contrôler aussi facilement. Donc, bref, les intervenants souhaitent pouvoir intégrer dans leur pratique l'expertise et la collaboration de ces deux types de services. Donc, comment on peut mettre à profit l'intervention développée en TCTGC dès la petite enfance et comment on peut outiller les personnes qui travaillent en TCTGC avec toute l'expertise en réadaptation petite enfance. Donc, rejoindre ces deux sphères d'intervention au même moment avec l'implantation d'un programme de réduction des comportements problématiques à même les services d'ICI offerts dans les établissements des services publics. Donc, on va le voir plus tard dans le courant de la journée. C'est ce pari-là qu'on a pris dans nos travaux de recherche où on s'est vraiment intéressé à savoir comment on pourrait utiliser les programmes d'intervention, les données probantes, les interventions efficaces pour la gestion des troubles de comportement qu'on connaît en déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme ou chez la population en général et intégrer de façon réaliste, conviviale, en continuité avec les interventions qui sont déjà mises en place. Donc, comment on pourrait intégrer des interventions à même les services ici et outiller nos intervenants, nous, dans le réseau, à mieux intervenir sur les comportements problématiques depuis la petite enfance. Donc, cet après-midi, vous allez voir, on va vous parler des stratégies qu'on a adaptées et évaluées pour répondre exactement à ce besoin-là. Ça aussi, ça permettrait éventuellement de systématiser la collaboration entre les équipes spécialisées petite enfance et troubles graves du comportement. Donc, ça a été aussi nommé comme un besoin des milieux, comment systématiser la collaboration entre les deux équipes dans le cas où il y a des enfants présents, des profils plus complexes et on pourrait collaborer ensemble là, pour mieux intervenir, mieux soutenir la famille, mais aussi les intervenants. Donc, les présentations du reste de la journée, en ayant en tête les concepts de comportement problématique, des défis associés à la définition, à la mesure, des effets des comportements problématiques chez les enfants, la famille, les intervenants et de l'urgence d'intervenir tôt. Les prochaines présentations vont vous permettre de mieux comprendre, de vous convaincre sur le rôle des comportements problématiques sur le stress parental chez les jeunes enfants qui ont un TSA, le rôle des comportements problématiques dans l'adaptation psychologique de la fratrie, parce que bien entendu, les frères et les sœurs vivent aussi avec le petit coco qui présente des comportements problématiques et ça peut aussi avoir des impacts sur leur propre adaptation.
Et en après-midi, on va vous parler de comment mieux soutenir et intervenir. Premièrement, avec les parents, tout de suite après le diagnostic, comment on peut outiller les parents à intervenir sur les symptômes associés au diagnostic, mais qui auront aussi des impacts là, sur les comportements problématiques. Puis, à la fin, on va vous présenter le modèle Prevent, Teach, Reinforce pour les parents, les intervenants de la petite enfance, avec un projet de recherche qui a été associé. Donc, c'est ça. À la fin, on va vous présenter le rapport de recherche web qui va vraiment là, vous permettre de découvrir la série d'études qu'on a développées en partenariat là, avec les milieux de pratique, particulièrement du CISMO, pour répondre à tous ces enjeux de conceptualisation du comportement problématique, de l'évaluation des comportements problématiques, de mieux comprendre le phénomène des comportements problématiques en DI, DTSA et développer une meilleure intervention. Donc, on va conclure la journée en vous présentant ce beau rapport qu'on a déposé là, il y a 2 semaines. Pour conclure, je réitère l'importance que nos travaux de recherche, mais aussi les milieux de pratique nous ont partagé, l'importance d'intervenir tôt sur les comportements problématiques pour toutes les raisons qu'on s'est nommées avec notre clientèle. Donc, comme les comportements problématiques se manifestent tôt chez les enfants et qu'ils risquent de s'aggraver dans le temps, s'ils ne sont pas ciblés de façon appropriée, il est essentiel de les identifier le plus précocement possible pour intervenir efficacement et offrir le soutien nécessaire à l'enfant, sa famille et les intervenants, donc vraiment de façon multisystémique. Donc, merci beaucoup. Je vous confie à mes collègues qui vous feront des présentations très intéressantes en lien avec les comportements problématiques. Merci beaucoup.